Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue aux rencontres Mobiscol donc pour cette journée d'études. Donc, je suis Gabrielle Chidelin, chargée de mission mobilité scolaire à la métropole de Lyon. Merci donc, à Vivacité, le Club des villes et territoires cyclables et à la Maison du vélo pour l'organisation de cette première journée. Et merci aux chercheurs et chercheuses de venir nous présenter leurs travaux. Et j'accueille Yvette Latulière, qui est conseillère chargée de développement durable à l'Éducation nationale, pour faire la présentation. Est-ce que Yvette, vous êtes là? Non. Ah oui, vous êtes là. Parfait. Et merci aussi à Monsieur Mathieu Adam de faire la modération. Bonjour. Donc une brève introduction de ma part. Donc moi, je représente la direction académique du Rhône et de la métropole de Lyon. Je suis conseillère pédagogique pour l'éducation au développement durable, au changement climatique et à la biodiversité. Et bien sûr, bien consciente de l'importance des questions de mobilité scolaire. Et je voulais justement commencer en faisant le constat, mais j'espère que ça va être un booster pour nous, que la préparation de ces rencontres Mobiscol pour promouvoir la mobilité scolaire, elles ont eu le mérite de nous faire mesurer le chemin qu'il nous reste encore à parcourir sur le territoire lyonnais pour faciliter massivement des déplacements actifs, bons pour la santé, plus sûrs et plus solidaires, notamment pour tous les élèves des établissements scolaires. On a pris la mesure quand même, on le savait, mais qu'il nous faut travailler plus activement, notamment en zone urbaine, dense, pour lesquelles les questions de sécurité retiennent beaucoup d'enseignants de participer au développement de l'autonomie de leurs élèves en voirie publique. Pourtant, dès le début des années 2000, les lignes de pédibus se sont développées. On était à l'époque assez heureux d'assister à ce développement et d'y participer autant que possible. Sur le territoire du Grand Lyon, on comptait 152 lignes de pédibus quotidiennes en octobre 2007. Elles ont décru depuis, malheureusement. Elles sont en train de redémarrer. Et aujourd'hui, différents plans viennent stimuler cette ambition pour favoriser les mobilités actives par le déploiement de pédibus et de vélobus au niveau des collégiens particulièrement, dans le cadre de différents plans, comme un des plans récents dont j'ai entendu parler, c'est Terre de Jeux 2024, lié aux Jeux Olympiques 2024, qui seront organisés à Paris. Et sans oublier aussi que Lyon fut avec Vélove en 2005 la première métropole française à mettre en place un système de location de vélos en libre service, qui a pour le coup généré quand même une reprise du vélo pour adultes, notamment sur la métropole. Et ce mois de septembre 2022, nous le savons tous, le deuxième plan vélo et mobilité active est activé au plan national. Il entre en vigueur avec pour objectif principal la promotion de la marche et du vélo pour les déplacements de proximité et bien sûr en intermodalité, en combiné au transport collectif pour les déplacements sur de plus longues distances. Donc il ne va pas falloir que l'école rate aussi ce virage de l'accélération, mais en toute sécurité, de la mise en marche et à vélo de nos élèves. Surtout à l'heure de l'école, depuis 2016, c'est activement, là aussi, demandé, à l'heure de l'école, promotrice de la santé, puisqu'on est vraiment sur des activités physiques en faveur de la santé. Et les heures d'EPS augmentent à l'école, au collège. Et la prescription, vous avez dû en entendre parler, la prescription réitérée des heures, des 30 minutes quotidiennes d'activité physique, en plus du temps de récréation et du temps dédié à l'activité physique à l'école, vont dans le sens aussi du développement du savoir marcher, mais du savoir rouler à vélo, qui va normalement être complètement obligatoire dès 2024. Donc ces choix en faveur de la santé, de politique publique, d'aménagement en faveur de la santé et de l'environnement nous concernent éminemment et doivent trouver vraiment pour nous un écho en faveur du bien-être de tous nos élèves et de l'accomplissement de leur parcours éducatif, qui sont les parcours dont vous avez dû entendre parler, de l'école au lycée, parcours de réussite scolaire, parcours d'éco-citoyenneté et parcours de santé, faire en sorte d'avoir sur chaque établissement, sur chaque cité scolaire, une progressivité des apprentissages de la maternelle au lycée. Donc je suis sûre que ces 2 journées, sans nul doute, vont nourrir notre réflexion grâce aux chercheurs, grâce aux partenaires de terrain qui s'activent sur ces questions, et puis qu'elles vont nous permettre, à travers les rencontres de personnes et d'expériences, de nous inspirer, ce que nous pouvons nous souhaiter à tous, assurément. Donc je remercie très vivement les organisateurs et tous les participants à ces 2 journées
qui vont, je pense, nous combler de savoir dont nous avons grand besoin. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Mathieu Adam. Je suis chargé de recherche au CNRS. Je vais avoir la joie d'animer cette demi-journée. On est très content de pouvoir organiser une demi-journée dans le cadre des journées Mobiscol qui soit portée sur la recherche et voir ce que la recherche peut apporter à ces questions, la recherche en sciences sociales en particulier. Et essayer de vous présenter un peu ce qui se raconte, on va dire en tout cas dans la sphère francophone, sur les mobilités actives des enfants et des adolescents. J'ai un remerciement particulier à adresser à la Maison du Vélo qui est un peu venue me chercher, qui a largement organisé cette journée, en particulier Cyril, ici présent. Et puis évidemment au Grand Lyon qui nous accueille désormais. Je ne vais pas en dire beaucoup plus. Simplement, on va organiser l'après-midi en 2 tables rondes à chaque fois de 3 intervenants, intervenantes. Il y aura une petite pause au milieu, donc on va avoir des personnes qui s'expriment pendant environ 20 minutes chacune. On vous prie de garder vos questions pour une discussion d'environ une demi-heure à l'issue des présentations, que à nouveau je serai chargé d'animer. Et voilà, et on va essayer de parcourir un peu cette question des mobilités actives en voyageant dans diverses sciences sociales. On va parler notamment de psychologie et de sociologie essentiellement aujourd'hui, un peu de géographie peut-être. Et puis en s'intéressant à différents âges et avec différentes méthodologies. Et j'ai la joie d'accueillir notre première intervenante pour cette table ronde numéro 1, qui est Sandrine Depeau, qui est elle aussi au CNRS, mais basée à Rennes. Sandrine, la parole est à toi. Oui, bonjour à tous. Donc, je remercie aussi la Maison du Vélo, Mathieu et la Métropole de cette invitation. Donc, j'étais ravie de revenir dans ma ville natale en plus. Donc, je vais vous présenter la question des déplacements des enfants en milieu urbain à travers le processus d'autonomie que j'étudie depuis quelques temps. Alors, effectivement, il y a une inertie. Pour cette présentation, je partirai de la mobilité des enfants et de ses enjeux. Alors, certains ont été rappelés en introduction. Des enjeux sanitaires, sociaux, environnementaux, éducatifs. Ensuite, j'irai poser la question de l'autonomie en essayant de montrer que l'autonomie, ce n'est pas l'indépendance, c'est bien plus que ça. Je parlerai un petit peu d'évolution de la mobilité des enfants en faisant un tour du côté de certaines recherches internationales et puis pour arriver jusqu'à des travaux que j'ai menés. Et enfin, voir quelques séries de facteurs, mais je ne pourrai pas tous les passer en revue. Alors, pour commencer, au niveau des enjeux sociaux, très rapidement, le point les plus centraux, c'est celle de penser la mobilité active des enfants, c'est penser leur visibilité dans l'espace public. En travaillant l'aménagement, on travaille aussi cette question de la visibilité de leur présence. En travaillant leur présence, on travaille à la convivialité dans les quartiers, et cette convivialité a déjà été maintes fois montrée dans certains travaux. Et ensuite, travailler pour les enfants à la question de la mobilité, c'est aussi améliorer la mobilité de tous, si on considère l'enfant comme une personne à mobilité réduite. Et donc, ça a des effets rebonds. Et d'un point de vue social, l'idée aussi, c'est de ne pas, en travaillant sur cette question de mobilité, d'essayer de penser aussi aux questions d'inégalité. Inégalités socio-territoriales qui ont souvent des effets sur les questions sanitaires. Donc l'enjeu sanitaire majeur, c'est la question de l'activité physique. Beaucoup de recherches montrent que la sédentarité des enfants progresse de plus en plus. Donc là, l'idée, en travaillant là sur la mobilité active, c'est aussi lutter contre cette sédentarité toujours plus grandissante. Et puis d'un point de vue environnemental, vous l'aurez bien. Là, c'est complètement évident. Travailler à la question de la démotorisation, notamment des familles. Ça aide aussi, ça encourage cette question de l'autonomie, et ça diminue aussi par la même occasion les effets, on va dire, délétères, notamment polluants aux alentours des écoles. Donc une fois plantée cette question d'enjeu, quand on parle d'autonomie, alors moi la définition que j'ai eu à travailler dans un travail maintenant assez ancien, je la distinguais de celle d'hétéronomie en psychologie
Piaget a été un des premiers, mais on pourrait remonter aussi en philosophie avec Kant qui parle de la différence entre autonomie et hétéronomie. Mais très souvent, l'autonomie, dans certains pans des sciences sociales, elle est connotée à une dimension un peu libérale du fait d'une dimension individuelle qu'on renforce en travaillant à la question de l'autonomie. Or, l'idée ici, c'est pas de la travailler dans cette dimension, on peut dire, idéologique, c'est vraiment de la travailler au sein de la psychologie environnementale et développementale et de la voir différemment de la question de l'indépendance. Alors, les premiers travaux qui ont porté sur cette question de la mobilité des enfants et notamment de l'autonomie ou de l'indépendance, c'est un chercheur en Angleterre qui avait mesuré alors l'indépendance, c'était vraiment pas encore complètement l'autonomie, à travers plusieurs indicateurs, la capacité à faire seul un trajet pour l'école, la capacité à faire seul d'autres trajets, la capacité à traverser une rue, la capacité à prendre les transports en commun, la capacité à faire des trajets à vélo et enfin la capacité à se déplacer en période de nuit. Passé cette question d'indicateurs que pour certains j'ai repris dans un travail doctoral à l'époque, j'ai voulu dépasser la question de l'autonomie. Certes, cette autonomie, j'allais la prendre à travers la question des déplacements, mais aussi des pratiques de la ville de manière plus générale, la question du jeu, par exemple, la question de la présence dans l'espace public. Et l'idée, c'était d'aller voir effectivement la capacité à faire seul, c'est-à-dire l'indépendance, mais aussi d'aller voir plus loin, et notamment la notion de capacité de faire face. C'est la raison pour laquelle j'ai ajouté, en plus de la capacité à faire des trajets seuls pour aller à l'école, la capacité à faire des trajets hors scolaire. J'avais aussi pris en compte la difficulté routière, c'est-à-dire le nombre de traversées de rue, et la familiarité cognitive, c'est-à-dire la manière dont les enfants s'approprient cognitivement la ville. Donc c'était la question de la représentation spatiale. Je suis allée regarder la capacité à réguler des compétences ou des apprentissages à travers des situations, et l'idée c'était de savoir comment l'enfant se sent capable de faire face à deux situations importantes et qui me semblaient illustrer un peu plus la question de l'autonomie, celle de l'imprévu et de l'inconnu dans l'espace public, à savoir comment un enfant peut se débrouiller si par exemple personne ne vient le chercher à l'école, est-ce qu'il est capable de rentrer seul, et une autre situation sur sa route, il y a l'impossibilité de faire un trajet, il est obligé de s'aventurer dans des espaces inconnus. Est-ce qu'ils sont capables de faire face? Donc ça me semblait être un peu plus que la simple capacité de faire face. Et dans la question de l'autonomie, il y a donc toute cette question de régulation, d'autodétermination, enfin ça c'est dans le jargon en psychologie. En gros, c'est plus que les activités entreprises seules, c'est aussi des activités entreprises dans la négociation avec le parent. Et ça aussi, il ne faut pas l'oublier. La relation entre parents et enfants qui construit d'une part la confiance en soi chez l'enfant et aussi la confiance dans l'enfant chez le parent. Autrement dit, ce n'est pas qu'un processus psycho-individuel, c'est aussi un processus psychosocial qui se construit dans la motivation de l'enfant à vouloir faire ses trajets. Et on sait que très souvent, cette autonomie, elle est initiée par l'enfant. C'est l'enfant qui demande, c'est le parent qui restreint. Et c'est aussi un processus au cours duquel l'enfant, de par la relation avec les adultes, pas forcément que les parents, intériorise des règles, des normes. Alors, pour regarder un petit peu ce qui, depuis les travaux de Hillman, donc avec les fameux indicateurs que je vous ai montrés, j'ai repris une série d'études assez récentes qui sont des études comparatives assez centrales. Certaines sont la suite des premiers travaux d'Hillman qu'il avait commencé en comparant les années 70 avec les années 90 et qu'il a poursuivi, donc vous le voyez en dernier auteur à chaque fois, qu'il a poursuivi dans un gros rapport qui date de 2015. Et là, c'était sur les études qui touchaient plusieurs pays. Et puis une dernière étude de 2020 qui là porte sur une série de pays que les auteurs ont catégorisé en pays en émergence et des pays plus développés économiquement. Donc les résultats c'est très rapide, je vais essayer d'être très rapide pour pouvoir après
Alors, il y avait la France. La France était représentée par Rennes. Donc, ce n'est pas la France, c'est une ville en France. Et voilà l'ensemble des pays. Et donc, ce qu'on voit, on voit qu'effectivement, il y a une association entre les résultats de PISA, si on va jusque-là, de la Finlande, et ceux de la question de l'indépendance des enfants en milieu urbain. Et la France est donc ici en 8e position. Si on regarde, j'ai repris, alors là c'est plus pour le clin d'œil lié au vélo, j'ai repris quelques indicateurs liés à cette indépendance. On voit ici, alors c'est peut-être pas très lisible parce qu'il y a des nuances de rose qu'on ne voit pas forcément, mais la France, c'est le rose qui est plutôt dans les hauts. Et là, on voit une évolution en vague sur la possibilité de faire seul du vélo. Un pic à 8 ans, 10 ans, et une légère diminution qui devient progressive jusqu'à l'adolescence. Ça, c'est un des résultats. Il y en a plein d'autres dans leur corpus. Quand ils ont pu, ils ont essayé aussi de faire des comparaisons entre pays. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir la question des déplacements pour l'école et des déplacements autres. Et ça, c'est un autre point. Alors, je ne sais pas si on aura l'occasion de se focaliser dessus, mais très souvent, on regarde les trajets scolaires pour, en gros, mesurer ou appréhender cette indépendance ou cette mobilité active des enfants. Or, si on voit l'évolution et la très forte diminution, elle touche aussi pour une grande part les trajets hors scolaires. Et ça se répète dans beaucoup d'études. Ça voudrait dire qu'en fait, il ne faut pas se cantonner qu'aux trajets scolaires, les trajets extrascolaires, toutes les autres activités que les enfants ont dans la ville et les déplacements qui les touchent sont importants. Donc là, il montre les évolutions entre 71 et 2010 pour l'Angleterre et pour l'Allemagne. Un autre résultat qui, là, se situe en Suède. Donc, la Suède est un peu illustrée volontairement dans la mesure où la Suède fait partie des pays où le vélo est assez développé, où, comme aux Pays-Bas, on peut imaginer que les enfants très jeunes apprennent à circuler dans la ville. Et là, à nouveau, on a les nuances. Alors là, ce qui est intéressant, c'est à nouveau de voir les grandes chutes de cette indépendance, notamment pour certains types de lieux. Et à nouveau, on retrouve des lieux de type extrascolaire, comme les terrains de sport. On passe de 72 à 24, 72% à 24%. Et puis, voilà, d'autres lieux. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que ce sont aussi des lieux qui étaient plus fréquentés. Enfin, voilà, il y a aussi une confusion dans les facteurs entre le niveau de fréquentation et ce qui peut être répondu. L'évolution sur 20 ans donc de la dernière enquête, c'était une enquête, des enquêtes transversales qui touchent les années 91, 93, 2010, 2011 et 2012 dans différentes villes d'Australie. L'Australie étant aussi un pays où il y a énormément de recherches qui sont faites sur ces questions-là. Et les enquêtes ont été faites auprès de parents et d'enfants pour évaluer la mobilité indépendante. Et ce que montrent les auteurs, c'est une diminution de la proportion de jeunes enfants au-dessous de 10 ans autorisés à rentrer seuls de l'école, puisqu'on passe de 68% à peu près en 91 à 31% en 2012. Une diminution de la proportion d'enfants autorisés à voyager seuls dans les bus, donc à utiliser les transports en commun. Et là, en Australie, le transport en commun est un mode important du fait des distances à parcourir. Et là, à nouveau, on voit plus ou moins des proportions qui chutent de 91 à 2012. On passe de 31% à 9%. Et une diminution des déplacements scolaires indépendants. À nouveau, on passe de 68% à 31%. Et l'autre résultat intéressant, c'est la question du genre, où les filles sont plus faiblement représentées dans ces déplacements indépendants que les garçons. Je vais passer très vite, ça c'était entre les pays dits en émergence et les pays
Donc, en gros, c'est Allemagne, Italie, Pays-Bas pour les pays économiquement développés, et pays émergents, Grèce, Turquie, Croatie. Ce qu'il faut principalement regarder, c'est l'accompagnement parent par rapport au fait d'être seul ou avec les pères. Où là, on voit que la question de l'indépendance, les enfants sont plus indépendants dans les pays en émergence. En gros, seul avec père, c'est autour de 60%, quand dans les pays économiquement plus développés, c'est 44,5%. Je vais maintenant partir très rapidement. Alors, j'ai 2 grosses enquêtes. La première, c'était dans le cadre de la recherche doctorale. C'était dans les années 2000, en contexte urbain, Paris et région parisienne, une ville nouvelle, sur des enfants de 9-11 ans. Et puis, une dernière enquête dans le cadre d'un programme qui s'appelle Moby Kid, où là, on a interrogé les enfants et les parents 2 années de suite, en leur faisant porter des GPS pendant 5 jours, histoire d'avoir des comportements non plus déclarés, parce que ça, c'est un autre problème, la question du comportement déclaré dans les enquêtes, mais des comportements observés. Alors, je vous ai essayé de faire un résumé de la première recherche. L'idée, c'était il y a une hypothèse, un résultat contre-intuitif, c'est que les enfants les plus autonomes, c'est à Paris-Centre indépendants, mais autonomes parce qu'il y avait il y avait les autres indicateurs que j'avais mis dedans. Donc, pas loin de plus de la moitié des enfants sont indépendants, sont majoritairement seuls. Le petit bonhomme seul, c'est qu'il est seul. Ont en moyenne 3 traversées de rue et ont une distance moyenne de parcours domicile-école de pas loin de 400 mètres. En ville nouvelle, c'était Montigny-le-Bretonneux. Ils sont majoritairement entre pairs, entre groupes de pairs. Ils ont en moyenne 2 traversées et ils ont une distance moyenne de 300 mètres à peu près. Et ensuite, ce que vous avez, ce sont les déplacements que les enfants font en dehors de l'école, seuls ou avec des pairs, avec les distances. Et puis, il y avait la question de la représentation spatiale. Mais en gros, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les enfants pratiquent la ville. Et ce n'est pas caricatural, je les retrouve encore aujourd'hui. Alors, c'est à Rennes, la question de la différence entre ville-centre et périphérie, notamment sur la question de l'indépendance. Et puis, une représentation spatiale beaucoup plus... une appropriation spatiale d'un point de vue cognitif beaucoup plus importante chez les enfants vivant en centre-ville qu'en périphérie. Alors, pour étudier, j'ai une approche qui prend en compte les contextes, du plus micro au plus macro. Micro, c'est les espaces de vie qui, mis en lien, donnent un nouveau niveau de contexte qu'on appelle le mésosystème. Ce mésosystème, il est réglé par un ensemble de règles, tout ce qui régule ou qui réglemente, que ce soit la sectorisation scolaire, les programmes pédagogiques, etc., qu'on appelle l'exosystème. Et le macrosystème, c'est en gros tout ce qui touche aux idéologies, à la question politique, la place de l'enfant, les valeurs qu'on attribue à la question de l'enfant dans la société. Donc, en fait, j'utilise ce modèle depuis des années qui permet de considérer des niveaux de contexte. Alors, un premier niveau de résultat sur les dernières enquêtes qu'on a réalisées, donc à Rennes et dans une commune périphérique de Rennes, au sud. Donc là, je vous ai mis en vert, c'est la commune périphérique au sud, et en bleu, Rennes Centre. On a interrogé donc 90 familles, parents et enfants, qui ont porté une première année 5 jours le GPS. Après, on les interrogeait sur plein d'autres questions, et notamment sur les traces. Et on les revoyait l'année suivante, au moment du passage au collège. Et à nouveau, on leur faisait porter des GPS, et on les interrogeait avec une tablette. Et il y avait une série de parcours commentés qui étaient faits à pied et à vélo la deuxième année. Et ce qu'on observe de manière assez intéressante, c'est qu'effectivement, du côté des résultats, l'accompagnement, si on regarde la présence des parents, ou plus spécifiquement la question de l'indépendance, cette indépendance, ils sont beaucoup plus nombreux à être indépendants en quartier centre pour l'ensemble de leurs déplacements. Là, ce n'est pas que les déplacements scolaires, c'est l'ensemble des déplacements
réalisés sur 5 jours. La présence des parents est plus forte en commune périphérique. Mais quand on regarde le moment du passage de l'école primaire au collège, eh bien là, on voit qu'effectivement, la question de l'indépendance augmente et la présence des parents diminue. Alors, ce qu'il faut aussi aller regarder, en plus de le simple fait d'être seul, c'est aussi la présence des pères. Donc, ces résultats sont aussi quasi identiques aux enquêtes internationales qu'on peut trouver dans les proportions concernant l'accompagnement. Maintenant, si on regarde les modes de déplacement, et ça c'est encore plus intéressant, c'est que la voiture, elle est présente, mais elle n'est pas aussi importante en quartier-centre qu'en périphérie urbaine. En quartier-centre, le mode pédestre constitue quand même, en tous les cas la première année quand les enfants sont en primaire, plus de la moitié des déplacements faits, ce qui est moins le cas en périphérie. Mais en revanche, la question de l'usage de la voiture diminue plus fortement au moment du passage au collège en périphérie urbaine. Avec la question du vélo aussi est intéressante puisque les évolutions sont inversées entre Rennes-Centre et la périphérie urbaine. Plus important en primaire à Rennes-Centre et qui diminue fortement au collège, alors que c'est l'inverse pour la périphérie urbaine. Alors ça ne tient pas qu'à la question des collèges, la situation des collèges, mais aussi des activités extrascolaires qui ont lieu au moment du passage au collège. Un petit point, là c'est juste pour montrer l'intérêt d'aller au-delà de simplement observer les mobilités, mais aussi quand on pose la question aux enfants, voilà, faire un trajet inconnu ou faire un trajet imprévu, est-ce que ça t'est possible? Et qu'on croise ça avec la question des profils d'indépendance des enfants, eh bien, la première année, les enfants qui ne sont pas spécialement indépendants, ils se disent capables de faire un trajet imprévu. Et puis au moment du passage au collège, avec un peu plus d'expérience, tout d'un coup, il y a une chute dans ces résultats et l'anxiété apparaît. Alors on pourrait appeler ça, je ne sais pas, je l'ai appelé biais de... Ok. Biais de surconfiance, et ça c'est un biais assez connu. Quand on n'est pas spécialement compétent, on va surestimer ses compétences, et au moment du passage à l'expérience, là, on réévalue un peu mieux. Sur la question des profils de quelques facteurs, ça aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir comment se projettent les profils d'indépendance en fonction des groupes CSP. Alors, c'est très résumé, supérieur, modeste, intermédiaire, mais dedans, il y a la PCS, le niveau de diplôme, la flexibilité dans le temps de travail. En fait, c'est le résultat d'une mise en classe sur un ensemble de pas mal de facteurs. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir comment se positionnent, par exemple, les catégories dites modestes sur la question de l'indépendance et la question automobile, puisqu'ils représentent fortement à chaque fois ces deux catégories. Et puis, aller voir aussi l'autre catégorie, on va dire plus ou moins opposée, les catégories supérieures. L'autre point intéressant, j'ai mis les résultats qui pourraient être aussi discutés avec d'autres intervenants, la question du genre. Les filles sont plus automobilisées que les garçons. Je vais finir sur... je vais peut-être le laisser comme ça en fond. C'était l'ensemble des facteurs qu'on retrouve dans la littérature, et je vous ai mis en bleu ceux que, dans les travaux en cours, on considérera, et qui sont aussi très importants, comme j'arrête de parler. Je m'étais mis un chronomètre, mais bon... mais comme il s'éteint. Donc voilà, dans les facteurs personnels, outre l'âge, le genre, la question de la confiance en soi et la position dans la fratrie aussi est assez intéressante, entre le fait d'être aîné ou d'être le petit dernier. Et sur les facteurs, donc je les ai situés en fonction du modèle que j'utilise. La question du contexte familial, le niveau socio-économique, tout ce qui concerne le foyer, en gros, les conditions de vie, les habitudes de déplacement. Donc ça, c'est aussi quelque chose que nous allons
on va dire, analyser, puisqu'on a la chance d'avoir les données des parents. Et donc, on va essayer de voir si des profils parentaux ressortent en fonction de certains profils d'enfants en termes d'indépendance. La peur, l'évaluation de la sécurité des aménagements, ça, c'est récurrent, c'est dans toutes les études, sauf que ça ne veut pas dire grand-chose. Souvent, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt d'autres facteurs. Et puis, par contre, des facteurs, on va dire, assez forts qui reviennent et qui sont là, pour le coup, assez probants. La question des distances, alors spatiales, mais aussi temporelles. C'est la raison pour laquelle travailler pas que sur les trajets scolaires, c'est important. La qualité des aménagements, du réseau routier, la proximité des espaces verts, parce qu'effectivement, si l'enfant n'a pas la possibilité d'aller dehors, dans ce cas-là, il n'aura pas à se déplacer. Et puis, la question de la forme urbaine, là, vous avez pu le voir très rapidement. Habiter en ville-centre, ce n'est pas la même chose que d'habiter en périphérie. Ça conditionne beaucoup de choses, notamment sur la qualité des espaces, la densité des espaces de population, mais aussi la question des distances. Et puis enfin, sur les facteurs de contexte plus macro, les coutumes de mobilité, ou qu'on pourrait appeler les cultures de mobilité. Et puis, j'arrête là, les cadres législatifs. Je donne juste une petite précision. Par exemple, en Italie, les enfants, je ne sais pas si c'est toujours en vigueur, mais les enfants, on demandait au chef d'établissement de s'assurer que les enfants ne rentraient pas seuls. Il y a une mesure qui fait que les enfants ne sont pas autorisés à rentrer tout seuls de l'école. Donc ça compte aussi. Voilà, désolée, je suis allée un peu vite. Merci beaucoup, Sandrine. On va, pour cette très bonne introduction sur toutes ces questions d'autonomie et d'indépendance. Sans transition aucune, mais la transition est toute trouvée, on va passer la parole à Bérangère Rubio, qui vient de l'Université de Paris-Nanterre et qui va nous parler de l'influence des pratiques éducatives. Donc on va voir directement la suite de la présentation précédente sur les pratiques du vélo chez les enfants. Bonjour à tous. Donc, je remercie également Mathieu, Cyril, la Maison du Vélo et le Grand Lyon pour cette invitation. Donc, je suis Bérangère Rubio, maîtresse de conférence en psychologie du développement. Et je vais effectivement vous présenter principalement des travaux que nous avons menés avec Jean-Pascal Assailly, qui interviendra aussi sur la question des risques à l'adolescence. Donc, c'est des résultats de travaux de projets vélo et sécurité, donc les projets Casper et Ampère. Alors, rappelle-moi, il faut que j'appuie sur le bas, la flèche du bas. Alors, les enjeux, bon, évidemment, en plus des enjeux environnementaux, donc la mobilité active des enfants est importante pour diverses raisons, on l'a déjà dit. Donc, particulièrement, elle permet déjà tout simplement de multiplier, d'accroître le niveau d'activité générale des enfants. Rien que le fait d'aller à l'école à pied, à vélo, en trottinette, ça participe au niveau d'activité physique et générale des enfants. Donc c'est un enjeu important, et c'est important pour prévenir certains troubles, certaines maladies comme le surpoids et l'obésité des enfants. Aujourd'hui, on sait qu'il y a de plus en plus de sédentarité. Et puis, il y a un certain nombre d'études qui se sont intéressées aussi sur les performances cognitives des enfants, et qui montre que le fait de se déplacer à pied pour aller à l'école, ça a un impact positif sur la concentration, sur la mémorisation, donc sur les compétences, les résultats scolaires. Donc c'est un enjeu aussi en termes de développement cognitif. Et puis on l'a dit aussi, c'est un enjeu social, de socialisation. Donc ça permet de détailler les échanges, les relations entre pairs. Donc c'est un vrai enjeu aussi pour le développement social des enfants, et donc globalement pour son bien-être et sa santé psychique. Ah maintenant c'est à moi d'appuyer. Pardon. Alors, donc Sandrine en a déjà parlé, cette question de la définition de l'autonomie et de l'indépendance. Donc c'est vrai que dans la littérature, sur la question, on parle beaucoup de mobilité indépendante. Et elle définit cette mobilité autonome comme la liberté dont dispose l'enfant ou l'adolescent pour se déplacer sans la présence d'une personne plus âgée, donc un adulte, un parent, un grand-parent, une nourrice, un grand frère, une grande sœur. Et souvent, on parle de mobilité indépendante, et c'est vrai qu'on se pose la question en psychologie, est-ce que c'est la même chose, mobilité indépendante et mobilité autonome ? Et effectivement, la mobilité indépendante, on pourrait considérer que c'est
la capacité à se déplacer en l'absence physique d'une aide matérielle ou d'un tuteur, alors que la mobilité autonome, ce serait plutôt la capacité à prendre des décisions. Donc il y a vraiment la question de l'intentionnalité et d'effectuer un déplacement tout en sécurité, en étant capable donc du point de départ à l'arrivée à être en sécurité et à faire face, donc ce qu'on appelle les stratégies de coping, donc être capable d'être en sécurité, de prendre les bonnes décisions. Donc effectivement, on pourrait dire que c'est plutôt des compétences psychomotrices pour se déplacer sans aide, donc être capable d'agir. Donc, par rapport au vélo, on pourrait dire effectivement savoir pédaler, maintenir l'équilibre, etc. Et la mobilité autonome, elle ferait plutôt référence à des compétences comme le savoir-faire, le savoir-être également, donc des compétences plutôt de haut niveau qui font référence à l'intentionnalité, donc le savoir-agir et savoir penser l'action. Donc les deux sont distincts mais reliés, et les deux participent justement à la santé à la fois physique et psychique de l'individu. Alors Sandrine l'a dit également, dans nos sociétés, cette mobilité active et autonome, elles sont réduites. Donc ça, c'est des comptes rendus d'études réalisés dans les années 2000 du CREDOC et de la prévention routière et qui montrent que il y a 70% des déplacements des enfants qui se font en voiture, y compris sur les courtes distances. Donc même pour aller aux activités ou à l'école, les enfants sont déposés. Alors c'est du fait aussi de l'organisation et du travail des parents qui déposent les enfants. C'est peut-être moins vrai aujourd'hui avec le télétravail qui augmente de plus en plus. Et donc on observe depuis les années 70, depuis 50 ans, donc une baisse de l'autonomie, donc qui est passée en fait les enfants étaient plus autonomes dans les années 70 dès le CE2 aujourd'hui. Le CM2, voire la fin du CM2 pour préparer en fait à l'entrée au collège. Et donc il y a une baisse de l'autonomie de 2 ans et demi. Alors là, c'est les résultats qu'on a menés, nous, auprès d'enfants du CE2 au CM2, donc dans les projets Casper, qui étaient centrés sur l'apprentissage de la sécurité dans les déplacements actifs, et puis le projet Ampère sur l'apprentissage et la pratique du vélo. Et donc effectivement, donc on a pu observer au cours de à travers ces 2 études, on a pu rencontrer et interroger plus de 400 enfants. Et effectivement, donc dans la région parisienne, lyonnaise, Toulouse et rémoise, et on s'est rendu compte effectivement qu'on retrouve ces données avec plus de 80% des enfants qui sont accompagnés, principalement en voiture, et que sur les 450 enfants interrogés, seuls 3 y allaient à vélo et seuls. Alors on a interrogé les enfants, on leur a demandé mais pourquoi, donc c'est du déclaratif effectivement, pourquoi tu n'y vas pas à vélo? Alors les réponses des enfants, c'est que la majorité donc déclarait qu'ils n'étaient pas autorisés à aller à vélo. Il y avait bien sûr la question de la distance, certains nous ont dit effectivement qu'ils habitaient trop à proximité. Et ils nous parlaient également, enfin ils ont répondu parmi les choix possibles, qu'il n'y avait pas de parking vélo dans l'école. La météo aussi était un frein et la densité du trafic. Alors certains enfants aussi se considéraient comme pas assez bons cyclistes, mais on verra quand même ce biais de surconfiance dont tu parlais tout à l'heure, on le verra quand même dans d'autres résultats. On leur a posé aussi la question de la fréquence à laquelle ils faisaient du vélo et avec qui et dans quel contexte. Alors on voit c'était sur une échelle de jamais à tous les jours ou presque. Et on s'est rendu compte finalement que dans la majorité des cas, ils font du vélo en fait autour de chez eux. Donc on a fait aussi des entretiens. Autour de chez eux, ça veut dire dans la rue, en bas du bâtiment, devant la maison avec les copains, ou au parc, ou pour se balader quand ils étaient en famille. Mais c'est vrai que le caractère utilitaire et puis les déplacements à vélo avec les parents restent assez faibles. Je retente. C'est toujours la même. C'est bon, pardon. Oh ben voilà. Du coup, c'est ce que tu m'avais dit de ne pas faire. Et pourtant,
on les a interrogés sur leurs préférences de mobilité. Qu'est-ce que tu aimerais faire si tu avais la possibilité? Qu'est-ce que tu préfères? Comment tu préfères te déplacer? Alors, on a posé les deux questions, du coup, pour te déplacer et pour t'amuser. Et dans les deux cas, c'est le vélo c'était un choix. Ils avaient le choix parmi plusieurs modes et ils devaient en choisir qu'un. Et donc, c'est effectivement, les enfants déclarent qu'ils préféraient, s'ils avaient la possibilité, utiliser le vélo pour se déplacer. Alors, pourquoi la mobilité des enfants est réduite? Donc, c'est vrai que nous, en psychologie du développement, et moi particulièrement dans mes études, je m'intéresse à la parentalité et aux relations parents-enfants. Donc, je me suis intéressée à la question de la supervision parentale, qui est en fait la proximité physique du parent à l'enfant et qui lui permet en fait de prévenir les risques et d'intervenir physiquement s'il y a un danger. Alors, dans le domaine de la mobilité, elle est dans beaucoup d'études associée à la perception d'un risque élevé chez le parent. Donc, plus il perçoit un risque pour son enfant, plus il supervise l'enfant, a un fort sentiment d'insécurité en général et a une représentation du développement de l'enfant comme étant pas assez capable cognitivement, en fait. Il n'est pas assez grand, il n'est pas capable, il n'a pas les compétences pour le faire. Alors, dans le projet Ampère, on a réalisé des entretiens avec des parents pour s'intéresser justement à cette question du vélo et à la supervision des parents. Alors, on s'est d'abord intéressé à l'apprentissage du vélo. Et effectivement, on a confirmé ce qu'on avait vu dans la littérature, c'est que l'apprentissage se fait dans la sphère familiale. Et on a interrogé aussi des professionnels du vélo et on s'est rendu compte qu'au niveau des méthodes pédagogiques employées par les parents et par les professionnels du vélo sont totalement différentes. Par exemple, les parents n'utilisent pas la draisienne dans un but de développer l'équilibre chez l'enfant, mais pour son aspect ludique, etc. Et on s'est rendu compte aussi qu'il manquait de connaissances par rapport à l'apprentissage, c'est-à-dire que même s'ils utilisent la draisienne, ils repassent par les petits trous. Il reste 10 minutes. Ils repassent par les petits trous pour apprendre à leur enfant à faire du vélo. Et ils courent à côté du vélo, par exemple, en maintenant la selle ou le dos de l'enfant, plutôt que, par exemple, utiliser une petite pente. Et, voilà, donc des différences, effectivement, en termes d'apprentissage, parce que du fait d'un manque de connaissances. Et ils nous ont expliqué aussi, pour certains, que quand l'apprentissage était tardif, c'était pour des questions de faisabilité finalement et de praticité. Donc, ils n'ont pas le vélo eux-mêmes. Il y a l'émergence des autres engins roulants comme la trottinette, qui sont plus pratiques à stocker, que les enfants privilégient. Et puis, par manque de temps et manque de lieux sécurisés, ils ne savent pas où apprendre à faire du vélo à leur enfant. On s'est intéressé aussi aux freins à la pratique. Alors, ils nous expliquent, donc c'est les données on a retrouvé les mêmes résultats que la littérature, ça confirme. Eux-mêmes ne pratiquent pas le vélo. Ils n'ont pas de moyens de stocker le vélo. Ils déclarent aussi que l'infrastructure est peu adaptée, donc ils ont peur. Il y a trop de trafic, ça roule trop vite, etc. Et donc, finalement, ce qui est ressorti, c'est qu'ils ont une perception du vélo plutôt loisir. Il nous expliquait qu'il prenait le vélo, il le sortait pour aller... il mettait le vélo dans la voiture pour aller au parc, pour aller en forêt. Donc pour s'amuser, se balader, passer un moment, échanger, ce qui est important pour la socialisation de l'enfant, mais pas du tout une perception utilitaire. Et donc ce qui ressortait un petit peu de ces entretiens, c'est que les enfants apprennent à faire du vélo. Pour les parents, c'est vraiment une étape nécessaire au développement. Ils comparaient ça au savoir nager. Mon enfant doit savoir nager, mon enfant doit savoir skier. Mais par contre, après, une fois qu'ils savent faire du vélo, ils ne pratiquent plus. Alors on leur a demandé, avec un questionnaire, donc là il y avait plus de 100 parents, pourquoi votre enfant ne fait pas de vélo, et on retrouve aussi les mêmes facteurs que dans la littérature, les mêmes raisons. C'est la question de l'insécurité qui ressort, donc ils ont peur du trafic, ils ont peur de l'accident, ils ont peur de la chute à vélo. La météo aussi qui pose problème, probablement aussi pour des questions de danger.
Et ce qui est beaucoup aussi, ce qu'on voit beaucoup dans la littérature, c'est la peur du kidnapping, de l'enlèvement, qui est ressorti pour 34% des parents. La question du vol aussi, qui est extrêmement importante, et la question de la distance. Donc on voit effectivement que c'est vraiment des questions d'insécurité. Hein, ils perçoivent vraiment la pratique du vélo comme dangereuse pour les enfants. Et on leur a demandé, mais alors quels seraient quand même les avantages de la pratique du vélo chez l'enfant? Quels sont pour vous les points positifs? Et en fait, ce qu'ils ont répondu, c'est des réponses relatives à la santé. Faire du vélo pour leur enfant, c'est bon pour leur santé, ça participe à leur activité physique, mais par rapport à la question de déplacement, but utilitaire et de praticité, ça ressort moins. La question de l'autonomie pour presque la moitié des parents, mais c'est vraiment ce qui ressort en premier, c'est l'activité physique et la santé. Alors un autre point important qui est intéressant en psychologie du développement, donc c'est la question du modelage et l'apprentissage socio-cognitif de Bandura. Et donc c'est l'idée selon laquelle on apprend en observant, on est capable d'apprendre, l'individu apprend grâce à l'observation d'autrui. Donc en observant l'autre, on est en mesure d'apprendre de nouveaux patterns de conduite, de nouvelles compétences, mais ce n'est pas une simple observation, ce n'est pas seulement par simple exposition, il y a des mécanismes derrière qui rentrent en jeu. Et c'est d'une part l'attention discriminante, c'est-à-dire qu'on observe certains individus en fonction de nos propres caractéristiques et en fonction des caractéristiques de l'autre. C'est-à-dire ce lien affectif qu'on va avoir, le statut que la personne qu'on observe va avoir, son genre, sa culture, etc. Et donc il faut une attention soutenue pour pouvoir modifier nos comportements, et également ce qu'on appelle le renforcement, c'est-à-dire c'est être en mesure de percevoir les conséquences de ce comportement. C'est-à-dire qu'en observant les conséquences affectives ou sociales, positives ou négatives, en fait, de ce comportement, on va être en mesure nous-mêmes de comprendre ce que ça pourra avoir comme impact sur nous. Et dans le domaine de la mobilité, les études montrent qu'effectivement, les enfants en fait, sont en mesure d'observer les comportements de leurs parents et puis qu'ils décrivent de manière très fidèle les comportements parentaux. Ils sont même capables, les études montrent qu'ils sont capables de faire la distinction entre les attitudes des parents, donc ce qu'ils disent à leurs enfants, et ce qu'ils font réellement. Donc, et les études montrent que d'ailleurs les enfants ont plutôt tendance à faire ce qu'ils observent davantage plus que ce qu'ils entendent. Alors dans le projet Ampère, on a constaté effectivement que le parent est un modèle pour son enfant dans la pratique du vélo, et que plus le parent fait du vélo, plus l'enfant en fait lui-même, et plus le parent va encourager aussi tous les à côté liés au vélo. Donc les parents les plus pratiquants, les plus cyclistes font participer l'enfant à la réparation du vélo, par exemple. Ils enseignent les règles de sécurité. Et ce sont ceux qui vont montrer les comportements les plus exemplaires par rapport justement à cette autonomie, à cette sécurité dans les déplacements. Et les enfants qui font du vélo avec leurs parents, ce sont ceux qui apprécient plus le vélo, que ce soit comme objet utilitaire ou de déplacement. Et puis ce sont ceux aussi qui ont les meilleures compétences techniques. Donc ça, c'est au niveau déclaratif. Ils déclarent qu'ils savent mieux freiner que les autres, mieux indiquer avec le bras, et ils ont aussi les meilleures connaissances en termes de sécurité. Alors, par exemple, aussi, on s'est intéressé du côté des parents, à savoir à quelle fréquence utilisez-vous le vélo avec votre enfant. Et là, c'est pareil, sur près de un peu plus de 120 par an, la réponse jamais ressort à 68% des cas. Donc, effectivement, une mobilité active et autonome qui est réduite, qui augmente avec l'âge.
au cours des premiers trajets autonomes au moment de l'adolescence, mais du coup qui a un enjeu aussi de sécurité, puisqu'on voit aussi des pics d'accidents piétons et à vélo au moment des premiers trajets autonomes à l'école, le déplacement au collège. Alors la typologie des accidents à vélo, donc ça c'est des études nord-américaines qui montrent effectivement, donc c'est plutôt des accidents aux alentours, dans les endroits familiers des enfants. Et puis ces accidents sont dus à des erreurs ou à des infractions des enfants. Ce qui montre bien qu'en fait ils ne savent pas, ils sont indépendants. Ils savent pédaler, on leur laisse la possibilité de se déplacer, mais ils ne savent pas bien freiner, bien s'arrêter à un stop, à un feu. Et puis aussi la question des prises de risques, mais ça, je laisserai Jean-Pascal en parler. Alors, dans le projet Ampère et Casper, on a justement constaté que le manque d'apprentissage effectué par les parents, donc il y a un manque, et qu'effectivement, on a observé, nous, sur le terrain, les enfants ne savent pas combiner, en fait. Ils savent pédaler, d'un côté, ils savent maintenir l'équilibre. Puis quand ils doivent faire les deux, en plus gérer un feu, un stop, les autres cyclistes, ils ont du mal à combiner toutes ces compétences. En revanche, ils ont certaines connaissances, mais des connaissances restent à approfondir, surtout la question de la signalisation, et particulièrement le fait de regarder en arrière, contrôler le trafic et interagir avec les autres. Et ce sont justement des facteurs de risque et les facteurs d'accident chez les enfants et les adolescents. Alors là, c'était pour parler de la question du risque. Alors, il y a des résultats qui ressortent justement sur la question du genre et être le cadet d'une famille. Mais voilà, je laisserai les autres intervenants parler de ces questions. Donc, on a comparé, en fait, dans le projet Ampère, 3 types d'interventions qui avaient pour but de mettre en place le savoir rouler. Donc, dans une école, enfin 2 écoles, dans 3 écoles, pardon, on a comparé donc un savoir rouler réalisé par un intervenant extérieur professionnel du vélo, un savoir rouler réalisé par un enseignant et un groupe témoin, contrôle, pour pouvoir comparer les différences avant-après en termes de performance, de compétences. Donc c'était dans les 2 groupes formation, donc des séances de 1 heure en milieu protégé, donc dans la cour de l'école. Et pour le groupe intervenant, et il y a eu en plus une journée encadrée, une sortie encadrée dans la commune. Alors les compétences visibles, je passe vite, c'est les compétences du savoir rouler. Et puis nous, ce que nous avons évalué par questionnaire auprès des enfants, on a évalué donc leur pratique avec pour savoir si la participation à ce savoir rouler, à ce cycle vélo augmentait leur pratique, les attitudes, leurs compétences et leur perception des risques. Alors ce qu'on a observé, c'est que globalement, il n'y a pas eu de différence d'évolution entre les groupes intervenants et enseignants et entre ces 2 groupes et le groupe formation. C'est-à-dire qu'après le cycle savoir rouler, les enfants n'ont pas eu plus de pratique de vélo, leurs attitudes n'ont pas changé en général, pour revenir parce qu'il y a quelques détails quand même, leurs compétences non plus et leur perception des risques des élèves n'a pas évolué. Du coup, on s'est intéressé finalement, on s'est dit, mais est-ce que finalement, il n'y aurait pas une différence en termes d'habitude ? Puisque il y avait certains enfants qui avaient quand même plus l'habitude que d'autres, dès le départ, dès le début du projet. Et donc, on a comparé 2 groupes, on a reformé 2 groupes, quelle que soit la formation. Les élèves qui avaient l'habitude de faire du vélo avant la formation et ceux qui n'avaient pas l'habitude de faire du vélo, ou même qui n'avaient pas de vélo, qui ne faisaient jamais de vélo et qui ne savaient pas faire du vélo. Et donc là, on a vu un effet en fait, de la formation sur le niveau initial. Et on a vu un effet sur plusieurs compétences. Là, j'ai mis la compétence freiner, dont on sait que c'est un vrai facteur d'accident chez les enfants. Et en fait, la formation, donc les 5 séances à l'école,
ont permis effectivement d'améliorer les compétences chez les enfants qui n'avaient pas l'habitude de faire du vélo. Et cette compétence, elle a été diminuée chez les enfants qui avaient l'habitude de faire le vélo. Et là, ça rejoint la question de la surconfiance. C'est-à-dire que les enfants ont revu à la baisse, en fait, ils pensaient savoir faire du vélo. Ils se sont rendus compte, et particulièrement freinés, il y avait aussi d'autres compétences, et ils se sont rendus compte, avec cette formation, qu'en fait, ils n'étaient pas si bons que ça. Fini ? Bon, on en reparlera. Mais... C'était une très bonne conclusion et on risque d'y revenir pendant les questions. Merci beaucoup, Bérangère. Et comme cet après-midi et cette première table ronde sur les enfants est très très bien conçue, on va passer de la question de la formation à la question de la formation, puisqu'on va tout de suite parler du savoir rouler à vélo. Effectivement, avec Fanny Ringeau, la parole est à toi. Merci. Je vais enchaîner sur le savoir rouler à vélo sur lequel vient de conclure Bérangère. Donc, c'est un dispositif, je vais dire 2-3 mots après, juste pour dire que ce travail s'inscrit dans mon travail de doctorat qui est plus largement sur la promotion de l'activité physique à l'école élémentaire et l'éducation physique et sportive. Donc, sur le dispositif, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un dispositif qui vise à rendre autonome à vélo tous les enfants d'une classe d'âge avant l'entrée en 6e, qui est constitué de 3 blocs, savoir pédaler, savoir circuler, savoir rouler. Il a été mis en place dans le cadre du plan vélo 2018. Sa généralisation a été annoncée en 2021. Et on peut aussi l'associer à l'aisance aquatique il rentre dans le concept de savoirs sportifs fondamentaux qui a été développé dans le cadre de la loi de démocratisation du sport en 2022 et qui entend modifier le code de l'éducation dans l'idée d'investir ces dispositifs à l'école. C'est un dispositif qui est à destination de la sphère scolaire, périscolaire et extrascolaire, mais je vais me focaliser sur ce qui se fait dans le cadre de l'école pour le coup, même si de nombreux transferts sont probablement possibles entre ce que je conclus et ce qui se fait aussi en extrascolaire. C'est un dispositif qui entend répondre, comme l'ont dit mes collègues, à une surabondance de problèmes construits comme publics, notamment la crise écologique, crise énergétique et la sédentarité. Sédentarité qui est une épidémie contemporaine pour un grand nombre de chercheurs et donc des problèmes qui sont mis à l'agenda politique. Donc les politiques s'emparent de ces problèmes et on le voit à travers les promotions des mobilités actives, des mobilités douces. Et le savoir rouler à vélo rentre dans ce cadre. Déjà, de nombreux enfants ont pu bénéficier de ces modules à l'école, parfois avec l'aide de partenaires. Je pense par exemple à l'UCEP qui est particulièrement investi, mais il y en a d'autres. Il y a la FUB aussi et de nombreux autres. L'UCEP a depuis longtemps une action qui s'appelle le Petit Tour à vélo et qui vient bien souvent s'imbriquer avec le bloc 3 du savoir rouler à vélo pour accompagner les enseignants sur l'accompagnement des bénévoles, le tracé des circuits, etc. Donc voilà, il y a des choses qui fonctionnent, il y a des réappropriations territoriales qui fonctionnent, mais aujourd'hui, je vais me focaliser sur les défis de la mise en œuvre, puisqu'on est bien loin de la généralisation. Donc je me focalise sur un petit peu sur les obstacles du développement du savoir rouler à vélo. Je tire mes données de différents entretiens réalisés avec les services décentralisés de l'éducation nationale et des services décentralisés des sports, donc des acteurs intermédiaires, mais aussi d'entretiens avec des acteurs politiques, donc des cabinets ministériels. Et j'ai pu observer à travers ces données et analyser que la plupart des obstacles peuvent être réunis dans des logiques, seraient associés à des logiques en lien avec le New Public Management, c'est-à-dire des modes de gestion inspirés du privé qui se multiplient dans la sphère publique et à l'école. Ce phénomène est étudié, interrogé par plusieurs sociologues et politologues, et c'est un phénomène que le savoir rouler à vélo et les instruments utilisés pour son déploiement illustrent plutôt bien. Donc ce développement de logique néo-managériale dans le public et les limites de ces logiques. J'en identifie ici 3, donc la création d'un espace concurrentiel à l'école. J'y reviendrai par la suite, mais il y a notamment un autre dispositif qui vise à promouvoir l'activité physique, donc dont les enjeux recoupent le savoir rouler à vélo. C'est les 30 minutes d'activité physique quotidienne, dont vous avez sûrement entendu parler dans le discours médiatique, et qui est coporté par le comité d'organisation des Jeux Olympiques Paris 2024 et le ministère de l'Éducation nationale, jeunesse et sport, alors ministère unifié.
Deuxième logique, la multiplication du nombre d'acteurs à coordonner et à mettre autour de la table, pour reprendre une formule de nombreuses fois utilisée, et à savoir les différents services des différents ministères, puisque c'est un dispositif à vocation interministérielle, mais aussi les partenaires, qui sont 17 à l'échelle nationale, et auxquels on peut ajouter les partenaires locaux. Enfin, le passage d'une logique de moyens à une logique de résultats et un gouvernement par le chiffre qui participe de l'accroissement d'un travail administratif. Donc ces trois logiques sont la trame de ma présentation. Et après cette introduction et problématisation, je vais revenir sur les obstacles associés à ces logiques qui expliquent la difficile mise en œuvre du dispositif. En ce qui concerne le terrain concurrentiel, la concurrence est double. Donc d'une part, comme je le disais, entre dispositifs. Si je parle uniquement des dispositifs d'activité physique, on a le savoir rouler à vélo, les anses aquatiques, les 30 minutes d'activité physique quotidienne, Génération 2024, qui est plus un label, mais qu'on peut mettre dedans aussi, une école, un club, etc., auxquels s'ajoutent des dispositifs qui ne concernent pas l'activité physique, donc d'agriculture, d'éducation au développement durable, et qui rentrent aussi en contradiction avec l'idée du mandat précédent de la nécessité de faire une focale sur les maths et le français. Donc les enseignants sont pris dans un ensemble d'injonctions contradictoires qui peuvent expliquer un petit peu le manque d'attractivité de la profession. Et cette concurrence entre dispositifs, cette sensation d'empilement des dispositifs ou de millefeuille de dispositifs se traduit par les propos d'un grand nombre de membres de l'éducation nationale, mais aussi des membres des services des sports qui travaillent en collaboration avec eux. Et c'est les propos ici d'un SDJES, donc il y a une faute sur le verbatim, ne faites pas attention, qui me dit à chaque fois, on accumule plusieurs dispositifs sans qu'il y ait une certaine logique là-dedans. Puis il me parle des partenaires avec qui il collabore. Ces partenaires ont l'impression que l'un remplace l'autre. Maintenant, je fais 30 minutes d'activité, je supprime le vélo. Donc on voit bien ici la tension et l'idée un petit peu des dispositifs qui se marchent les uns sur les autres. La concurrence, elle est aussi au niveau des acteurs, entre acteurs. Donc ce n'est pas forcément défavorable au déploiement du dispositif, mais ça peut être défavorable à l'investissement d'un acteur sur le dispositif. Et ce qui amène certains acteurs comme l'USEP, qui est l'association sportive scolaire du premier degré public, à s'investir sur les dispositifs, même s'ils ne font pas forcément sens. C'est ce que me traduit un délégué départemental en me disant que la politique du comité directeur USEP, c'est d'être là, partout, 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 même quand les dispositifs ils sont incohérents, et tout ça, on y va pour montrer qu'on est là. Donc on commence à voir les limites un petit peu de ces logiques de gestion du dispositif qui sont à l'œuvre. Autre logique, la multiplication des acteurs. Donc, il faut savoir que le savoir rouler à vélo est un dispositif à vocation interministérielle. La première circulaire de 2018 posait les bases de cette interministérialité, donc un dispositif porté par quatre institutions, le sport, l'éducation nationale, l'intérieur à travers la délégation interministérielle à la sécurité routière et le développement durable à travers le ministère des Transports et de la direction Transport, Énergie, Climat. Cette interministérialité, je peux faire le parallèle avec les travaux de Olivier et Onta sur la déclinaison de plans comme le plan sport, santé, bien-être et la difficile articulation des ministères de la Santé et des ministères des Sports. Les auteurs vont jusqu'à parler de mariage forcé. Ici, on pourrait parler de mariage forcé sport-éducation nationale. Et un conseiller ministériel de la délégation sport reconnaît cette difficulté en me disant, en interministériel, c'est toujours compliqué de faire avancer les sujets. Quand le sport est sur sa propre branche, ça va, mais dès lors qu'il veut aller toucher en interministériel, ça c'est compliqué. Et il explique ensuite que ça peut expliquer la lenteur de la mise en œuvre du savoir rouler à vélo. Cette interministérialité est difficile à faire vivre aussi à l'échelle du département, et on observe un déséquilibre dans le pilotage départemental et dans le portage entre SDJES et services décentralisés de l'éducation nationale.
même si c'est qu'un exemple et les conditions sont relativement hétérogènes sur le territoire, il faut prendre aussi en compte les affinités entre individus qui parfois permettent de meilleures collaborations sur certains territoires par rapport à d'autres, et aussi la fusion ministérielle des sports et de l'éducation nationale a permis parfois le rapprochement géographique des bureaux des services des sports et des services de l'éducation nationale et ont favorisé cette collaboration. En tout cas, ici, le conseiller pédagogique EPS me disait que c'était moins dans leur culture que dans la culture des sports, puisque les sports avaient l'habitude de s'occuper de ces eaux vécues, les objets de la vie quotidienne, qui sont déclinés à la fois financièrement et à la fois en termes d'objectifs au niveau des SDJES. Donc pour eux, c'est une culture qu'ils maîtrisent. Autant vous dire que ce n'est pas du tout notre culture. Donc voilà, on voit comment la collaboration est relativement difficile et que le portage tend à être effectué plus par une institution qu'une autre. Une dernière échelle à laquelle on peut observer les défis de la collaboration, c'est à l'échelle de la classe, entre un éducateur sportif ou un éducateur territorial qui viendrait intervenir auprès du professeur des écoles. Généralement, on observe ce phénomène de délégation, donc où le professeur des écoles s'efface au profit de l'éducateur sportif. Une PE me dit d'ailleurs, c'est-à-dire qu'en fait, avec les animateurs, donc elle parle des éducateurs sportifs, on n'est pas censé intervenir, on n'a jamais même eu de réunion là-dessus proposée, c'est vrai que ça m'est jamais venu à l'idée. Donc les défis d'un réel partenariat et d'une co-intervention en classe avec des individus aux cultures et aux cadres cognitifs différents, qui ont des fois des idées sur l'activité physique, sur le PS et ce que doit être son enseignement relativement varié. Cette multiplication du nombre d'acteurs invite aussi à une multiplication des lieux d'échange d'informations, des lieux de concertation, et donc à une multiplication des temps de concertation, comme les séminaires, les webinaires, les comités de pilotage, qui participent d'un accroissement du travail administratif et posent un peu question. Là où les enseignants considèrent leur cœur de métier dans sa phase pédagogique, cette charge administrative, et j'y reviendrai par la suite, ne fait pas toujours sens. Ces instruments de coordination, ces temps de concertation ont certaines limites. Et pour reprendre les propos de Salé, Marina Honta et Achar Noé, j'observe que les comités de pilotage s'avèrent être avant tout des lieux d'échange d'informations et non de prise de décision. Et c'est ce que traduisent les propos d'une conseillère pédagogique. On a des réunions départementales et on a des réunions de secteur. Donc on voit la multiplication des réunions aux différents échelons. Et faire redescendre tout au niveau des écoles et informer les écoles, ça a impacté une demi-journée de nos réunions. Donc on voit que ces lieux sont plus des lieux d'échange d'informations que des lieux pour se concerter sur comment on va mettre en œuvre les dispositifs. Déjà, il faut un temps énorme pour communiquer sur ces nombreux dispositifs. Les limites de ces espaces-là vont même au-delà, puisque un membre de la direction des sports nous dit « Tu vois, j'ai un ordre du jour demain sur le webinaire qui est très creux. J'ai pas d'infos, je suis obligée d'organiser des temps parce qu'on me le demande, mais je sais pas quoi mettre dedans. » On voit ici les limites de ces modes de gestion, de cette organisation qui est un petit peu imposée et pas forcément toujours réfléchie en contexte à travers ces propos. Donc, comme je le disais, ça participe de l'accroissement d'une charge administrative sur laquelle je reviens à travers la présentation de la logique gouvernement par les chiffres et logique de résultat. Pour reprendre les travaux de Normand en 2013, il montre que justement ce gouvernement par les nombres est une politique qui fait sa place à l'école progressivement. Ce gouvernement par les nombres place les instruments statistiques, indicateurs, benchmarks, etc., au centre du pilotage. Cette obligation de rendre compte induit des changements importants dans l'organisation des établissements scolaires et de leur gouvernance locale. Et comme je disais, des changements en termes de professionnalité, à la fois des enseignants, mais aussi des conseillers pédagogiques, etc., dont les missions sont progressivement modifiées. Cette logique et ce système attestation plateforme, donc là, en ce qui concerne le savoir rouler à vélo, pour ceux qui ne connaîtraient pas le dispositif, l'idée est de délivrer à la fin de la réalisation du bloc 1, bloc 2, bloc 3, une attestation aux élèves qu'on estime autonomes. Donc on a vu précédemment que la définition de l'autonomie n'était pas si évidente, et donc ça peut être une limite pour le déploiement du dispositif, puisque certains enseignants, certains directeurs ne vont pas s'engager à cause de cette charge administrative.
C'est un frein pour certaines écoles, certains enseignants qui préfèrent décliner ou ne pas faire pour ne pas avoir ce travail administratif qui est une charge supplémentaire pour eux. Donc soit ils ne font pas l'activité, soit ils la font sans remplir la plateforme, soit ils font l'activité mais ils ne remplissent pas la plateforme. Et la suite du verbatim, il cite un enseignant qui dit « Moi, l'objectif, c'est que je forme ma classe, mes 24 élèves, sur l'usage de la draisienne, et sous-entendu, pas que je rentre des chiffres dans un tableur, comme j'ai pu l'entendre aussi. » Une autre limite de ce gouvernement par le chiffre, de cette logique de résultat, c'est la question de la significativité des résultats. Et là, je vais rejoindre un petit peu, ma présentation rejoint ici ce qui a été dit avant, puisque la question qui se pose, c'est la question de l'autonomie réelle des enfants qui se voient délivrer une attestation. C'est ce que d'ailleurs va traduire les propos d'un délégué UCEP. Le SDJES me dit, parce qu'eux, ils ont une pression de faire du chiffre, il me dit, dès que c'est en milieu ouvert, donc dès que tu sors de l'école, tu peux valider l'attestation. Donc ici, les propos le délégué UCEP me traduit un petit peu son désaccord avec cette idée qu'à partir du moment où on sort de l'école, on va délivrer une attestation, puisqu'il y a certaines sorties qui vont se faire uniquement sur voie verte, et la question d'une autonomie en milieu réel se pose. Et puis au-delà de la question de l'autonomie, je pense que même la question de l'indépendance, du coup, est posée dans ce contexte d'évaluation tel qu'il est fait ici. Et donc, pour conclure, la plupart des obstacles sont associés à ces tendances néo-managériales, comme on a pu le voir, et à certains instruments d'action publique qui ont certaines limites par rapport au déploiement de ce dispositif dans le cadre de l'éducation nationale et dans le cadre scolaire. De manière plus générale, le savoir rouler à vélo témoigne d'une reconfiguration des modes de pratique enseignement de l'activité physique à l'école élémentaire, et notamment la question de l'articulation avec l'éducation physique et sportive mérite d'être posée. L'éducation physique et sportive est une discipline d'enseignement qui est enseignée depuis le 19e siècle à l'école et qui est censée être enseignée à hauteur de 3 heures par semaine. De nombreuses recherches ou rapports de l'inspection générale montrent que ces 3 heures sont rarement effectives. Mais du coup, la question de l'articulation avec ces dispositifs qui depuis 4-5 ans apparaissent, mérite d'être posé. Et donc, le mot de la fin sera pour le PS. Merci de votre attention. Écoutez, merci beaucoup à toutes les trois pour ces riches interventions. J'imagine que dans la salle, on va se presser de questions. Il y a déjà une question là-bas, c'est Cyril qui fait circuler le micro. Je vous remercierai d'être bref et brève pour qu'on puisse avoir un maximum de questions. Et on se donne une petite demi-heure. Il faut que tu allumes en dessous. C'est bon ? Oui. Je voulais juste revenir sur la question de la sécurité. Alors, pardon, j'ai oublié vos différents noms. C'est la première personne qui est intervenue qui en a parlé à un moment comme étant l'arbre qui cache la forêt. Est-ce que sur ce sujet de la sécurité, il y a une littérature ou est-ce que vos travaux montrent qu'il y a peut-être un rapport à la sécurité, notamment en lien avec le fait que l'autonomie des enfants tendrait à décroître proportionnellement au développement économique. Est-ce qu'il y a des travaux qui montreraient que ce rapport à la sécurité est finalement peut-être un rapport aussi de distinction, qu'en tout cas c'est peut-être un marqueur social dans la manière dont on investit dans la sûreté, la sécurité, l'éducation de nos enfants, etc. Enfin, comment finalement vous le lisez dans vos différents travaux, ce sujet de l'insécurité. Enfin, ouais. Oui. Alors oui, c'était une manière rapide de poser. Oui, effectivement. En fait, quand j'ai commencé à travailler sur l'autonomie, les raisons les plus courantes qu'on trouvait dans la littérature, c'est la question du trafic, enfin, de la sécurité routière, qui n'est pas un champ qui n'a pas son importance dans la question du développement ou de l'apprentissage. C'est des risques qui existent.
malgré tout, au fur et à mesure, j'ai interrogé les parents et je les ai interrogés sur leur représentation du danger avec les méthodes qu'on connaît. Je passerai sur les méthodes. Mais en fait, ce qui apparaissait, c'est qu'au-delà de la question de la sécurité routière qui apparaissait comme des raisons premières, et c'est pour ça que je dis première, donc elle cachait un peu le reste, derrière, il y avait la question du rapport à l'autre et du risque social. Alors c'était aussi une période après l'affaire Dutroux, donc je pense qu'elle a beaucoup occupé les esprits et beaucoup fait peur. Mais elle perdure aujourd'hui. Et après, en travaillant sur la question des pédibus, là, à nouveau, j'ai revu cette question du rapport à l'autre. Et effectivement, alors des logiques de distinction, je n'irai peut-être pas jusque-là, je ne sais pas, il faudrait les étudier de manière vraiment précise. Mais effectivement, je pense que derrière la question de la sécurité, il y a aussi le rapport à l'autre et la question d'être un bon parent ou pas, même si ça, c'est en train un petit peu d'évoluer. Mais ça apparaissait laisser un enfant seul. Pour certains parents que j'ai pu interroger en pré-enquête, notamment avant de construire mon questionnaire, certains parents précisaient que laisser un enfant seul, c'était considérer l'enfant comme un enfant de la rue. Et donc voilà, en fait, il y a toutes ces logiques-là un peu normatives derrière la question de la parentalité, de qu'est-ce qu'être un bon parent, mais il y a aussi la surprotection qui peut être logique quand on est parent. Et donc, mais tout était à chaque fois caché d'emblée dans le début des discours sur la question de la sécurité routière, qui n'est pas inexistante, mais parfois ça allait plus loin que ça. Il y a aussi la question de la désectorisation scolaire aussi, qui pose question sur les questions de sécurité. Bonjour. Ma question porte sur les méthodes pédagogiques, parce que si le psychologue Piaget disait que l'action engendre la pensée, on sait très bien que selon les méthodes pédagogiques, on n'a pas le même résultat. Dans l'éducation à l'environnement, ça a été très étudié. La recherche universitaire internationale a identifié une quinzaine de courants et de modèles d'intervention. Vous, sur l'éducation au vélo, entre autres, est-ce que vous avez regardé ce point-là ou pas? Voilà, c'est une question quand même assez fondamentale en pédagogie, quoi, la question des méthodes. J'ai pas forcément un... Oui. J'ai pas forcément un regard depuis la psychologie, mais effectivement, les méthodes dans le cadre du savoir rouler à vélo sont questionnées par les pédagogues et par les enseignants. Et il n'y a pas tout à fait le même travail de didactisation peut-être qui est fait par rapport à ce qui pourrait être fait en EPS par les professeurs des écoles. Peut-être que tu peux compléter par rapport au regard psycho. Ça fonctionne là ? Ouais. Non, effectivement. Après, au niveau méthodologie, nous, en tant que chercheurs et chercheuses, pour aller évaluer une pédagogie particulière ou une action particulière, c'est souvent très compliqué parce que souvent, il y a une multitude d'actions qui sont mises en place en même temps. Alors là, je fais référence, par exemple, au projet Casper qu'on a mené avant le projet Ampère et qui avait pour but d'évaluer l'apprentissage de la sécurité routière à l'école. Et on a testé, justement, on a essayé de tester quelles étaient les meilleures pédagogies et les meilleures actions qui amenaient justement les enfants à avoir de meilleures compétences et à avoir une perception du risque plus élevée. Et en fait, nous, en tant que chercheurs, on a des difficultés puisque c'est souvent, il y a souvent plusieurs méthodes utilisées par les enseignants. Et quand on voit des résultats, on a des difficultés à comprendre quelle pédagogie ou quelle action qui a été menée a des effets. C'est-à-dire que souvent, ils utilisent à la fois un cours type théorique magistral, mais après des activités plus pratiques, l'usage de vidéos, la mise en situation. Et quand il y a plusieurs pédagogies utilisées en même temps, on a des difficultés effectivement à pouvoir pointer quelle méthode a plus d'effet. Alors dans le projet Ampère, on a effectivement comparé
un cycle vélo déployé par un professionnel du vélo et un cycle mis en place par un enseignant. On n'a pas constaté de résultat, mais c'est vrai qu'on avait quand même... c'était les années Covid, donc on n'a pas pu mener autant on n'a pas pu réaliser le projet dans plusieurs écoles, donc on a quand même des données qui sont sur peu de sujets. Parce que ma question était aussi reliée à... disons, il y a une vingtaine d'années, on a fait un programme européen sur les pédibus au Grand Lyon. Et on avait identifié les typologies des sources de motivation à l'engagement pour les parents et les élèves, les enfants, à faire pédibus. Et on s'apercevait, selon les méthodes pédagogiques et en fonction des sources de motivation, il y avait des résultats très différents ou pas. On avait des pédibus qui le développaient bien, puis d'autres qui s'arrêtaient très vite, parce qu'on n'avait pas assez travaillé les méthodes par rapport aux sources de motivation à l'engagement éco-citoyen. Donc, bon, voilà quoi. Et on avait des différences culturelles entre pays européens très importants sur le domaine. Oui, notamment la Suisse par rapport à la France. Alors, pour les pédibus, dans les enquêtes que j'avais menées, alors je ne sais pas si j'avais pas entendu la question pédagogique derrière, par exemple, ces dispositifs, mais sur Rennes, la vivacité ou en tous les cas la pérennité des dispositifs, elle était vraiment liée à la manière dont ces dispositifs se mettaient en place. Certains étaient imposés par la mairie et d'autres venaient directement des associations de parents d'élèves ou d'autres associations. Et c'est vrai que ceux qui étaient imposés par la mairie ont eu beaucoup plus de difficultés à trouver des parents volontaires, voire même à rendre ces dispositifs pérennes. Mais en fait, cette contrainte, elle a eu un avantage, c'est que ça a diversifié les personnes dans le dispositif, à savoir qu'au-delà des parents, il y avait des personnes âgées qui accompagnaient. Donc il y avait en fait quelque part des accompagnants un peu intergénérationnels. Et ceux qui ont duré le plus longtemps, c'est ceux où il y avait des parents déjà très impliqués dans l'école, mais aussi très impliqués dans la pratique du vélo. Voilà, étonnamment. C'était un pédibus, mais... Donc je dirais que le processus ascendant ou descendant dans la mise en place, c'est aussi quelque chose qui est important. Je vais compléter aussi par les travaux sur le vélo ou autres dans la littérature qui montrent que, pour reprendre effectivement le modèle de Bronfenbrenner, c'est que quand en fait c'est une action multifocale qui va réunir à la fois l'école, la municipalité, les parents, impliquer différents acteurs, il y a effectivement beaucoup plus d'effets. Alors là, c'est sur le vélo, mais ça peut être sur d'autres actions. Donc c'est effectivement intégrer les parents, les impliquer, n'est pas effectivement leur imposer, mais pas que ce soit aussi au niveau macro. Ouais. C'est à la fois oui, c'était une question. C'est à la fois un commentaire sur le commentaire de Sandrine et peut-être du coup une question. J'ai beaucoup travaillé moi sur cette question de la sécurité des enfants et la sécurité routière des enfants et la question de la perte de l'autonomie. Je voudrais juste, effectivement, ça pose vraiment un problème politique et assez fondamental et que j'ai toujours, sur lequel on bute en fait. Dans les années 60-70, il y avait 1000 enfants tués par an sur les routes. Il n'y en a plus que 70 aujourd'hui par an. Donc pour nous, sécurité routière, c'est le plus brillant résultat. On n'a rien qu'on a divisé par 12 comme typologie d'accident. Bon. Et vous savez que la mort de quelqu'un sur la route de 0 à 14 ans, c'est un événement qui a beaucoup plus de poids que d'autres tranches d'âge. Voilà. C'est qu'effectivement, au niveau sécurité, cette perte on l'a obtenue comme ça. Par cette perte de l'autonomie, on les a retirés de la route, on les a mis dans les voitures. Et il y en a 12 fois moins qui se tuent chaque année. Et c'est tellement impactant, la mort d'un enfant sur la route, que pour la sécurité routière, on pourrait presque s'arrêter là. Sauf qu'effectivement, tout au long de ma carrière, j'ai vu monter 4 ou 5 effets pervers qui posent la question des effets pervers à long terme, de ce truc qui est le plus positif pour nous, sécurité routière, mais qui va s'avérer très négatif pour la société. La montée de l'obésité avec des problèmes cardiovasculaires et respiratoires dès 9-10 ans, alors que vous n'avez pas l'âge d'avoir ces problèmes-là normalement. La question de la pollution du trafic dans les villes avec ces activités de taxi 4 fois par jour. Les impacts sur le développement intellectuel,
C'est que, effectivement, ce n'est pas seulement l'obésité, c'est qu'à 4h30, on les retire de l'école pour les mettre, ils arrivent sur le canapé et avec 3 heures de jeux vidéo ou d'ordi ou de tablette. Donc ça devient une activité très solitaire, en fait, très négative pour le développement social et intellectuel. Et enfin, pour le travail du parent qui se connaît cette activité de taxi 4 fois par jour, c'est pas top pour sa carrière. Donc, c'est ça, moi, alors là, je reviens vers peut-être la science politique, c'est que moi, j'ai buté sur cette incohérence toute ma carrière. C'est que le plus brillant résultat de sécurité routière et l'événement le plus important pour nous, qui est la mort d'un enfant sur la route, on le paye, voilà, on le paye avec des choses qui sont, mais alors plus long terme, parce que c'est pas immédiat. Voilà, c'est ça. Alors comment et bon, on en voit tout de suite la conséquence. Vous voyez bien que c'est devenu tellement intolérable le trafic dans les villes. On les pousse à faire du vélo. Et bien voilà, ce qu'on voit bien sûr, c'est malheureusement le nombre de tués et de blessés en vélo augmente. Et c'est pour ça qu'on travaille, on commence à travailler là-dessus. Mais c'est ce problème d'enjeu sécurité, santé, autonomie, vous voyez, c'est pas si évident. Enfin, c'est pas si les choses peuvent être en conflit en fait. Et comment on fait? Oui, elle me semble en conflit dans certains milieux plus que dans d'autres. Et vous parlez de milieux urbains, et là, c'est ce que j'observe sur le déploiement du savoir rouler à vélo. C'est beaucoup plus évident sur certains territoires, plus rural ou semi-urbains, qu'en milieu urbain où les enseignants n'osent pas faire des sorties avec leur classe de 30 élèves, ce qui se comprend. Et je pense que c'est sur certains territoires que ces enjeux rentrent en conflit plus que sur d'autres. Oui. Je ne suis pas complètement d'accord parce que je travaille sur un territoire périurbain au nord de Nantes et c'est une vraie galère de mettre en place de tels dispositifs parce que les parents ou les établissements scolaires nous renvoient qu'on n'a pas d'aménagement ou pas suffisamment. Donc en fait, c'est juste que c'est des problèmes différentes, des problématiques différentes entre un espace urbain et rural, d'autant qu'on sait que la motorisation, elle est dingue et on est, sur le territoire sur lequel je travaille, on est sur 56% des ménages qui ont plus de 3 voitures. Ce qui est énorme, et les personnes qui vont au travail, c'est 93% sont autosolistes. Donc c'est des gens qui ont ancré leurs habitudes avec la voiture. C'est simplement, peut-être qu'on a l'impression qu'on va avoir des voies vertes partout, mais c'est pas le cas. Et puis les distances, elles peuvent être très longues. Donc moi, je m'interroge souvent sur comment je mets en place ça quand on a une départementale très fréquentée qui passe devant une école. C'est Camille Bosseno pour Erdre-et-Gèvres. Par rapport à la départementale, donc dans le projet Ampère, quand on a observé donc, le cycle pour la formation intervenant, donc il y avait la journée en plus, il y avait les 5 heures de maniabilité et compétences techniques dans la cour, et la sortie en plus pour le groupe intervenant, et donc le bloc 3, le fameux bloc 3 du savoir rouler. Mais en fait, cette journée était totalement encadrée par des adultes qui avaient passé donc un agrément pour participer à la sortie, par les enseignants, par des personnels de l'école et par la police municipale en fait, qui était présente à des axes en fait, avec beaucoup de trafic. Donc finalement, c'était une sortie vélo, les enfants ont pédalé, roulé, il y a eu beaucoup d'échanges sociaux et c'était très structurant aussi pour le développement social. Mais effectivement, c'était difficile à déployer aussi pour les questions de sécurité. Et donc, le bloc 3 est très, très difficile à mettre en place, moi je dirais, quel que soit le milieu, urbain, semi-urbain, en périphérie urbaine. Catherine Gabaud, j'ai une double casquette de chercheur en sécurité routière comme Jean-Pascal Assailly et d'élu sur la ville de Dardilly. Et en fait, j'ai trouvé super intéressante cette notion de conflit, Jean-Pascal, que tu soulignes. Parce que oui, on a des choix à faire, des conflits à gérer. Et dans notre ville, par exemple, on s'est engagé dans une démarche d'obtention du label Ville Prudente. Et c'est vraiment d'aller regarder ces conflits, d'aller regarder le territoire, de chercher des solutions locales sur les zones dangereuses, d'en penser avec les parents, de penser le transit des activités sportives jusqu'à l'école, comment est-ce que ça peut être fait, mettre des installations sur place dans les écoles, de travailler autour du label à plusieurs. Ça a été une occasion de travailler avec le sport, avec la police municipale et de regarder ça à l'échelle du territoire, et j'ai trouvé ça très stimulant.
Merci. Donc, je suis Marie-Aurélie Gaigne, je suis doctorante. Je travaille sur l'autonomie des enfants, mais pas dans les mobilités. Et je suis aussi professeure des écoles, donc ça me préoccupe particulièrement. Et en fait, on constate souvent que c'est très propre au territoire. J'enseigne dans une petite ville dans l'Aisne, où la mairie s'investit beaucoup dans le savoir rouler à vélo, où on a des animateurs sportifs qui interviennent, où il y a vraiment une politique mise en place de pistes cyclables, etc. Et pour être allée à Strasbourg il y a peu de temps, je me rends compte aussi que la politique des villes est très importante, et jusqu'à presque ne plus laisser vraiment le choix à certains, aux usagers de la route, comme les parents par exemple, puisque si on supprime les passages pour les voitures pour mettre des pistes cyclables, par la force des choses, les gens sont à vélo. Donc voilà, on peut aussi s'interroger sur la place de la politique de la ville dans les déplacements et l'autonomie des enfants. Mathias Aubert, Dromolib. C'est une intervention éclair. Je rejoins Madame. Nous, dans la Drôme, donc, on intervient aussi pas mal avec les collectivités locales, avec le département. Et on a observé la même chose concernant le développement des voies vertes, puisque dans la Drôme, tout ce qui est hors des agglomérations, c'est de la compétence du département. Et le département de la Drôme a décidé que les voies vertes, c'était pour le tourisme et pas pour le déplacement. Donc on est obligé de travailler un petit peu là-dessus. Et nous, ça greffe pas mal le travail concernant le développement de la cyclabilité dans la vallée de la Drôme. Voilà. Donc je la rejoins. Oui, bonjour, Bertrand Rabatel, Vert Solutions. Je voulais compléter quelques informations par rapport aux représentants de la sécurité routière. C'est vrai que on se félicite tous du nombre de décès qui diminue sur les enfants. Mais si on regarde les chiffres globaux, je crois que c'était 30 000 morts dans les années 70, on doit être à 3 000. Et on n'y est pas passé sans rien, on y est passé avec beaucoup de moyens, qui soient réglementaires ou qui soient des investissements financiers sur la mobilité des enfants. Et après, je vais venir sur le savoir rouler à vélo. Les moyens financiers qui sont mis pour développer le dispositif SRAV, mais de manière plus globale, la sécurité des enfants, n'a rien à voir. Il est vraiment minime. Il se chiffre en quelques petits millions d'euros. Et du coup, par rapport au savoir rouler à vélo, il y a une question qu'on n'a pas forcément beaucoup posée, qui est celle de la compétence des intervenants. Aujourd'hui, c'est difficile d'entendre qu'un bloc 3 du savoir rouler à vélo va se passer avec des policiers municipaux qui vont bloquer les carrefours, qui va se passer non seulement avec 10 heures seulement d'apprentissage du vélo. Le programme savoir rouler à vélo, c'est 10 heures, donc 5 fois 2 heures à peu près. Évidemment que quand les enfants pratiquent très peu le vélo, mais même quand ils le pratiquent beaucoup en loisir, c'est pas en 10 heures d'enseignement qu'ils vont avoir une autonomie, on va dire, relative ou totale. Et du coup, encore une fois, c'est la question des moyens. Moyens pour les gens qui viennent intervenir, aujourd'hui, il existe des formations qui sont spécifiques sur ce volet-là. Génération Vélo, initiée par la FUB, permet, en l'occurrence, de former beaucoup d'intervenants. Et c'est un élément important qui est les moyens financiers, que ce soit pour la sécurité routière, le comité interministériel, etc., etc. Juste peut-être un petit complément sur les formations par rapport à ce que vous disiez. La question se pose de former des intervenants extérieurs, des éducateurs sportifs qui viendront dans les classes accompagner les professeurs des écoles. Et pour certaines collectivités, pour certains départements, le choix est fait de respecter, entre guillemets, la polyvalence de l'enseignant, puisque c'est au cœur du métier du professeur des écoles, de l'instituteur, depuis toujours, d'avoir cette polyvalence. Mais du coup, la formation du professeur des écoles se pose. Et comme je le disais, ça rentre en conflit avec la nécessaire focale sur les maths et le français. Et les enseignants ont de moins en moins en formation initiale de formation sur l'activité physique et l'éducation physique et sportive. Et pareil sur la formation continue. Et donc, il y a un petit peu, je ne sais pas si vous avez un avis, mais sur ce dilemme entre
qui est-ce qu'on forme ? Est-ce qu'on forme des intervenants sportifs qui vont être payés pour cette intervention, ou est-ce que les enseignants, sur leur temps d'exercice, doivent réaliser le dispositif ? C'est aussi une question qui est posée par plusieurs des enquêtés que j'ai pu interroger. Oui, bonjour, Catherine Pilon du Club des villes et territoires cyclables. Merci beaucoup pour vos interventions. Moi, je voudrais qu'on soit peut-être un peu moins sévère avec le savoir rouler, qui est un dispositif qui est réclamé depuis plus de 20 ans par les collectivités militantes et qui finalement a très peu d'années à son acquis. Et de la même manière qu'un enfant qui a appris à nager à la piscine, ça ne vaut pas autorisation à aller se baigner dans la mer sans surveillance. Et ben, de la même manière, avoir fait 3 blocs, quand on a eu la chance d'en avoir 3, même si 10 heures, c'est pas grand-chose, mais quand on a eu 3 blocs, eh ben, ça ne donne pas autorisation aux enfants à aller se balader en toute autonomie et aux parents à les laisser. Donc, c'est un pied à l'étrier. Et donc, le fait qu'on finisse par obtenir, après des luttes longues, des usagers, des collectivités, de reconnaître ce savoir rouler à vélo comme un fondamental de l'école, c'est déjà une grande victoire. Maintenant, il faut l'installer. Il est vrai qu'en premier degré, il n'y a pas en général d'intervenants sportifs. Enfin, les professeurs ne sont pas formés, donc il faut faire intervenir l'extérieur. Et là-dessus, les associations, bon, ça monte en puissance, mais c'est vrai qu'on va être limité. Et puis, par contre, au collège, on a quand même des enseignants d'éducation physique et sportive qui, peut-être, à terme, pourraient intégrer davantage le vélo dans leurs enseignements. Mais on voit bien qu'on est au début d'un changement de paradigme quand même qui derrière entraînera les parents, qui derrière entraînera les familles et qui montre... Enfin voilà, si on arrive à une autonomie de l'enfant déjà pour savoir rouler à vélo, ce qui n'est pas le cas de tous les adultes aujourd'hui, et savoir un peu réparer son vélo aussi, on aura déjà fait bien progresser la cause des mobilités actives. Je vais me donner la parole momentanément pour reposer une question, juste un tout petit peu de revenir un peu au fond de vos présentations. En fait, on a discuté de la question de l'autonomie et de sa définition. Donc, je trouvais ça intéressant, la question de dire l'autonomie, c'est au-delà de la seule indépendance. Et du coup, j'avais une question qui s'adresse un peu à vous trois ensemble. Comment ça s'adresse d'une manière pratique ? Et en l'occurrence, en repartant de vos travaux, j'ai l'impression que, par exemple, tu disais, ça ne semble pas évident l'autonomie, le SRAV, comment il l'aborde. Et donc, est-ce qu'à travers ce qui est inscrit dans le SRAV, dans les niveaux 1, 2, 3, on peut voir quelle est la conception de l'autonomie qu'il y a derrière ? Ça, c'est une question plutôt pour Fanny. Et puis, pour Bérangère et Sandrine, je me posais la question, est-ce qu'à un moment, vous êtes allé regarder un peu quels sont les freins à l'autonomie en disant on a tel type de parents ou tel type d'enfants ou telle relation. Et quand, entre le type de parents d'enfants, on dit il y en a très peu qui sont finalement autonomes selon tel ou tel critère. Mais justement, c'est quoi les caractéristiques que vous observez en fait d'autonomie des enfants qui sont autonomes et puis de leurs parents, évidemment, puisqu'on a bien compris que cette autonomie, elle s'inscrit aussi dans cette négociation entre le parent et l'enfant. Je redonnerai le micro après à toute la salle. Alors, sur les 2 premiers blocs sont surtout sur des questions de maniabilité, et je pense que c'est le bloc 3 qui s'inscrit le plus dans cette recherche de l'autonomie, mais comme on l'a vu, c'est le bloc qui rencontre le plus de difficultés pour être mis en place, et il a même provoqué une réflexion à l'échelle nationale jusqu'à l'élaboration d'un document d'accompagnement au bloc 3 parce qu'il avait des difficultés à être déployé. Donc je pense que voilà, c'est le bloc qui appréhendait le plus cette notion d'autonomie, mais qui a des difficultés à être mis en place. Et pour aller un petit peu au-delà sur la question de l'autonomie, il n'y a pas uniquement l'autonomie à vélo, mais il y a aussi la question de l'entretien de l'engin, et c'est ce qu'ont pu souligner plusieurs enquêtés, que si les enfants savent faire du vélo en autonomie mais ne savent pas forcément entretenir, ou même les familles entretenir les vélos, il se peut que le vélo reste dans le garage pendant 1 an, voire plus, s'il n'y a pas de solution pour la réparation. D'où certains partenariats qui se créent avec des ateliers de réparation dans certaines villes. Pour répondre à ta question, on pourrait s'intéresser au style de parents, aux styles parentaux. Donc, effectivement, les parents qui sont... alors,
à la fois en termes de praticité et qui sont eux-mêmes pratiquants et du coup qui vont être empreints d'exemplarité et de démonstration. Et puis qui vont aussi à la fois encourager l'enfant et avoir confiance. Donc en fait, par rapport à la théorie de Bombrine, on va s'intéresser aux styles parentaux. Ça va être les parents qui vont être les plus démocratiques, qui vont être à la fois très ajustés par rapport aux besoins et aux désirs de l'enfant. Donc si l'enfant a envie de faire du vélo, tout en étant quand même dans le contrôle. Ils vont contrôler quand même que l'enfant se déplace correctement, en sécurité. Et c'est des parents qui vont à la fois être très vigilants, mais à l'écoute de leur enfant et qui vont du coup permettre à leur enfant d'être plus autonome. Donc on s'intéresse à cette question des styles parentaux dans le projet Ampère et aussi dans le projet Casper. Et effectivement, les parents qui étaient les plus démocratiques, les plus vigilants, mais aussi qui montraient plus l'exemple, avaient des enfants effectivement les plus... là, ce n'étaient pas les plus autonomes, mais qui pratiquaient le plus et qui étaient les plus prudents sur la route. Donc il y a aussi un effet justement de... si les parents les perçoivent plus prudents, ils vont avoir aussi plus confiance et les laisser davantage se déplacer. Je reprendrai la même chose que Bérangère sur la question des styles parentaux qu'on étudie aussi dans le programme en cours. Et cette relation parent-enfant, elle est hyper importante à tel point que très souvent, enfin, dans les enfants qu'on a interrogés, et notamment durant l'enquête qu'on menait, des enfants se sont retrouvés à devenir autonomes malgré eux. Enfin, quand je dis malgré eux, ils en avaient une forte envie, mais souvent c'est accidentel, à savoir il y a eu 2-3 cas comme ça de parents qui se retrouvaient avec la jambe dans le plâtre ou dans l'impossibilité de pouvoir accompagner leurs enfants. Donc voilà, donc des initiatives prises ou pas prises, mais en tous les cas par l'enfant de façon spontanée. Et la relation de confiance, ou voire même la question très normative, tu l'as redit tout à l'heure, le fait de freiner l'enfant parce qu'on pense qu'il n'a pas l'âge, il y a aussi ça dans le rapport éducatif. Donc, quelque part, une écoute par la norme au lieu d'être une écoute par le besoin de l'enfant, ce qui rejoint les parents démocratiques. Et puis, la question, de mon point de vue, un peu paradoxale entre le fait que beaucoup d'enfants qui prennent l'initiative ou qui, en tous les cas, sont encouragés dans leur autonomie sont des enfants qui souvent vont aller avec plusieurs amis à l'école. Donc le groupe de pairs est important. Et quand je dis c'est paradoxal, c'est que donc ça suppose que l'enfant, pour pouvoir le laisser seul, il faut qu'il soit accompagné d'autres de son âge, ou en tous les cas qu'il ne soit pas seul. Et en même temps, on lui conseille des itinéraires où il va plutôt se retrouver seul pour pouvoir fuir le trafic routier. C'est souvent le cas. Les voies vertes sont très isolées. Donc il y a ce paradoxe-là et qui tient souvent à la méconnaissance, on va dire, quelque part de la compétence de l'enfant. Et dans la question de l'autonomie, il y a aussi, et là je reviens, je trouve que c'est important, et notamment suite à ce sur quoi on vient d'échanger, et que tu as évoqué tout à l'heure, Bérangère, sur la compétence savoir manier l'engin, savoir tenir son équilibre, et la compétence, le savoir-être, et qui, pour quel que soit le type de déplacement, le mode, que ce soit la trottinette, le vélo, le mode à pied, prendre le bus, sont deux compétences différentes. Et souvent, le parent va beaucoup insister sur la question de être assuré, en tous les cas pour laisser l'enfant indépendant, être assuré que cette compétence savoir-faire est acquise, en minimisant le savoir-être, ou en tous les cas en le portant sur des points qui ne sont pas forcément les points où l'enfant a besoin de le savoir-être dans le rapport à l'autre notamment. Et l'autre point que j'avais moi observé dans la première étude que j'avais faite, c'était la question de la connaissance de l'espace. Avoir une connaissance de là où on va permet aussi d'assurer un petit sentiment de sécurité chez l'enfant et de faire en sorte qu'il est disponible pour pouvoir justement savoir être avec les autres et savoir se repérer. Donc ça, c'était aussi un autre facteur, la bonne connaissance, la représentation de l'espace.
On va pouvoir prendre une toute dernière question, après on prendra une petite pause. C'est une question très brève. Je propose monsieur qui n'a pas encore pris la parole qu'au milieu, Cyril, si tu peux avancer jusque... Voilà. Oui, bonjour, Philippe Aubin de ProVélo. Je voulais simplement rebondir sur la question des processus pédagogiques, parce qu'effectivement, évidemment, on a beaucoup tourné autour de l'anxiété dans ce débat, de l'anxiété de la pratique sur la chaussée. Et tout ça à la suite d'un entretien avec un conseiller pédagogique de circonscription qui me parlait de la révolution de l'apprentissage de la natation et du passage à l'aisance aquatique, avec une succession de situations non anxiogènes et d'apprentissage de la flottaison qui va complètement révolutionner l'idée d'apprendre des pratiques normées avec des outils de flottaison. Je me demandais si ça ne pouvait pas nous inspirer dans nos pratiques pédagogiques en ayant beaucoup plus d'expériences positives de petites circulations sur la chaussée et non pas la grande sortie comme elle est un petit peu sacralisée avec évidemment la vision un petit peu comment dire, moquable de la police, etc. Mais d'avoir quelque chose de petites expériences qui soient successives. Et évidemment, on retrouve ce que vous venez de nous dire avec les parents qui ont eu, eux, une vision pas obligatoirement tout de suite anxiogène, mais sur une pratique régulière de pouvoir mieux accompagner leurs enfants. Donc je pense que les pratiques pédagogiques peuvent s'inspirer un petit peu de cette logique qu'il n'est pas nécessaire de tout maîtriser avant d'aller sur la chaussée et que le plus important étant de confronter quelque chose avec la lecture de l'environnement et des choses comme ça. Je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire. Et la question qui se pose, c'est la question du temps disponible pour réaliser un certain nombre d'expériences positives, de petites expériences positives. Il y a toujours cette question de la pression temporelle au niveau de l'école élémentaire qui est très importante. Et un point important aussi, c'est la répétition. C'est-à-dire qu'il faut... dans l'étude Casper, et puis une autre étude aussi qui avait été menée plutôt au niveau des lycéens, c'est qu'effectivement, des actions menées au long cours et de manière régulière et toute l'année, voire sur tous les cycles, a beaucoup plus d'impact, d'effet sur les pratiques, sur les compétences, les connaissances. Voilà. Donc vraiment, la répétition, c'est vraiment important pour tout apprentissage. Hein. On peut ne pas faire de pause, mais ça va être long. Je prends une dernière question. Toute dernière fois. Merci Cyril. Lucille Cousin, donc, je suis là en tant qu'éducatrice mobilité à vélo et en tant que vice-présidente de la FUB. Pour moi, l'autonomie, j'ai trouvé que c'était très intéressant, toutes vos remarques, mais la capacité à aller seule à l'école ou au collège, enfin en tout cas dans les établissements scolaires, va pour moi dépendre de beaucoup de critères et d'une autonomie très relative quant à ce que vont faire les collectivités territoriales, qui ont pour moi, je parle au nom de la FIB, toutes les cartes pour mettre en place l'autonomie et pour rendre l'autonomie plus facilement acquise pour les enfants. Elle va être l'autonomie beaucoup plus facilement acquise et plus ancrée dans les villages ou les villes qui vont mettre en place du savoir rouler à vélo lorsque les aménagements et la réduction importante de la place des voitures va être mise en place aux abords des établissements scolaires, mais aussi la qualité des réseaux cyclables, qu'ils soient lisibles, qui va rendre beaucoup plus facilement l'autonomie pour les enfants. Alors forcément, il y a la formation, mais il y a beaucoup d'autres acteurs, enfin beaucoup d'autres critères et surtout d'autres maillons, si je puis dire, du système vélo, avec des stationnements qualitatifs aux abords des établissements scolaires, mais aussi des ateliers d'autoréparation, des villes à 30 km/h, et voilà, la réduction de l'espace des voitures, de l'espace que prennent les voitures dans l'espace public. Et c'est ça, pour moi, qui va donner de l'autonomie et qui va permettre à nos enfants de se déplacer davantage à vélo. Ah oui, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est multifactoriel. Hein. On vient de sociologie, psychologie, géographie, on a des disciplines différentes et on étudie des facteurs différents, mais qui se rejoignent. Et on est effectivement tout à fait d'accord pour dire que c'est multifactoriel et qu'il faut agir... l'environnement, il faut agir surtout à tous les niveaux. Merci beaucoup. On va arrêter là pour cette première session.